Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, les 27 ex-otages enlevés par Boko Haram au Cameroun et libérés dans la nuit de vendredi à samedi ont été reçus par le président camerounais Paul Biya ce lundi, qui entend bien poursuivre sa lutte contre le groupe terroriste. Un dialogue national dès aujourd'hui, c'est l'appel lancé en Guinée équatoriale par Andrés Essono Ondo, le secrétaire général de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale, le principal parti d'opposition dans le pays. Le point dans cette édition. Ouverture du Forum pour le développement en Afrique ce 12 octobre à Marrakech, au Maroc, un forum qui vise à développer une véritable stratégie pour l'émergence du continent africain. Notre envoyé spécial est sur place. Soulagement donc au Cameroun, les 27 otages chinois et camerounais enlevés en mai et juillet dans l'extrême nord du Cameroun, et parmi lesquels figurait l'épouse du vice-premier ministre camerounais, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi. Des enlèvements perpétrés par Boko Haram, groupe terroriste très actif au Nigeria et qui commence peu à peu à s'exporter au-delà des frontières nigérianes. Le président Paul Biya a reçu les 27 ex-otages ce lundi et s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. Je voudrais dire que grâce à leur courage, à leur volonté, à leur détermination, qu'ils ont pu survivre. Je les en félicite. Je leur souhaite beaucoup de chance pour l'avenir et je leur souhaite un bon retour dans votre grand pays. Mes chers compatriotes, je ne peux pas cacher la joie que nous éprouvons de vous voir revenus sains et saufs. Madame Ali est de nouveau parmi nous. Vous avez fait preuve de courage, d'endurance, de croyance en Dieu. C'est ce qui vous a sauvés. En Guinée équatoriale, la proposition d'un dialogue entre l'opposition et le pouvoir date du 14 février 2014 et devrait être effectif au mois de novembre. Une échéance trop tardive selon l'opposition qui a appelé, par la voix d'Andrés Essono Ondo, le secrétaire général de la CDPS, la Convergence pour la démocratie sociale, à un dialogue national entre les forces vives du pays dès aujourd'hui. Reportage de notre correspondant Léopoldo Eneme Mbansou. L'opposition équato-guinéenne appelle à un dialogue avec le chef de l'État Teodoro Obiang Bassoro et les partis politiques. Un appel lancé ce vendredi par Andrés Essono Ondo, le secrétaire général de la CPDS, la Convergence pour la démocratie sociale. Andrés Essono avait rencontré le chef de l'État équato-guinéen en avril 2014 et s'était accordé sur la nécessité de mettre en place un dialogue qui, selon Andrés, le gouvernement veut silencier. La rencontre d'aujourd'hui vise à faire savoir à la population que l'idée d'une table de dialogue existe et que nous voulons également que l'opinion publique internationale sache où en est ce dialogue, quelles sont les stratégies que le gouvernement est en train de faire. Il s'agit par ailleurs de dénoncer ce que font la CPDS et les autres partis qui ont signé le manifeste de Madrid contre les manœuvres du gouvernement sur le thème de table de négociation. Le manifeste de Madrid dont parle Andrés Essono est un document signé par l'opposition dans la capitale espagnole le 22 mars dernier sur l'impulsion de la CPDS. Dans ce document, les partis politiques et les mouvements signataires ont exprimé leur adhésion pour un dialogue. Des discussions dans lesquelles seront abordés les principaux problèmes du pays, une étape primordiale selon la CPDS. Il s'agit d'une première étape. Nous allons maintenant faire une tâche intensive d'information et de sensibilisation de la population. Pas seulement pour que les gens sachent qu'il y a besoin d'un dialogue, mais aussi que les populations prennent partie à ce dialogue. C'est la chose la plus importante dont notre pays a besoin en ce moment. L'opposition équato-guinéenne est de plus en plus mobilisée pour un dialogue avec le pouvoir. Des discussions que les autorités ont acceptées et prévues pour novembre 2014, ce qui pourrait faire des remous récites dans le contenu des discussions. L'opposition exige la promulgation d'une loi de réconciliation nationale, une législation claire qui régisse le fonctionnement des partis politiques en Guinée équatoriale et l'accès équitable aux médias d'État. De débats que le CPD souhaite en présence d'observateurs internationaux.
C'est un bras de fer qui aura duré 2 ans, celui entre l'État nigérien et le groupe français Areva, à l'issue donc de 2 années de négociations difficiles. Le Conseil des ministres du Niger a approuvé ce vendredi 10 octobre le renouvellement de l'accord de production d'uranium du groupe français. Dans le cadre de cet accord, Areva accepte de revenir sur certaines exemptions fiscales, d'augmenter les royalties reversées, mais aussi d'investir 117 millions d'euros pour le financement de différents projets, dont la réhabilitation de la route menant à sa mine d'Arlit. Le Forum pour le développement en Afrique s'est ouvert le 12 octobre à Marrakech, au Maroc. Un forum organisé notamment en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement et qui vise à établir un véritable programme pour l'émergence du continent. Puisque nous vous le rappelons, le continent jouit de très bonnes perspectives de croissance mais est toujours confronté à un déficit de financement très important. Comme nous vous le disions, ce forum est organisé à Marrakech, au Maroc, pour la première fois. Notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré est sur place. Je me trouve, comme vous le savez, devant le centre de conférence du Palais des Congrès, de la Roseraie, de la Palmeraie à Marrakech au Maroc pour ce 9e forum pour le développement de l'Afrique. C'est en réalité une plateforme de discussion relative aux mécanismes de financement sur le continent africain, de financement novateur, il faut le préciser. Cet événement, c'est un événement biennal de la Commission économique pour l'Afrique. Il se tient pour la première fois, il faut le signaler, à Marrakech, donc ici au Maroc, en dehors d'Addis Abeba. Il est organisé par la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires clés. Les premiers intervenants sont Carlos Lopez, le secrétaire exécutif de l'UNECA, José Maria Neves, le Premier ministre du Cap-Vert, Mohamed Boussaïd, le ministre de l'Économie et des Finances du Maroc. Plusieurs chefs d'État africains, je précise, participent à cet événement et les autorités, les ministres, les autres participants pourront intervenir lors des discussions organisées jusqu'au 16 octobre et nous reviendrons bien sûr sur le contenu de cet événement dans nos prochaines éditions. L'Africa Agri-Forum, l'événement régional de l'agriculture en Afrique francophone organisé par e-conférence, est ouvert ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, les travaux porteront sur le thème « Quelle révolution verte pour le continent africain ?» Les participants aborderont les questions clés du secteur agricole en Afrique et de quelle manière les gouvernements peuvent accompagner son développement. Plus de 230 acteurs institutionnels, publics et privés, représentant 22 pays différents, participent à ce rendez-vous. L'éducation pour tous d'ici 2015 est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. En Afrique, plusieurs pays ont déjà adopté la gratuité scolaire afin d'atteindre cet objectif. Toutefois, malgré les efforts des autorités, cette politique est confrontée à de nombreuses difficultés dans certains pays du continent, comme nous l'expliquent Birama Sawenera et Nicolas Kukel. Depuis plusieurs années, nombreux États africains ont lancé des politiques pour la gratuité scolaire. Objectif, lutter contre la discrimination et donner la chance à tous les enfants d'aller à l'école. En Côte d'Ivoire, le taux brut de scolarisation dans le primaire s'est établi à 91,2% en 2013 contre 89,3% en 2012. De même, le taux net de scolarisation dans le primaire passé de 72,6% en 2012 à 72,9% en 2013. Le gouvernement ivoirien souhaite également promouvoir la scolarisation des filles à travers la gratuité scolaire. Nous ne voulons plus de discrimination. Nous voulons que tous les enfants soient scolarisés. Nous sommes pour l'éducation pour tous. L'une des stratégies qui a permis de booster la scolarisation de la fille, c'est la gratuité à l'école. Parce que la gratuité de l'école permet aux familles démunies de scolariser aussi bien les garçons que les filles. Quand l'école n'est pas gratuite et que les parents ont le choix entre scolariser une fille et un garçon, évidemment, c'est le garçon qui a plus de chances d'être scolarisé. Garantir une éducation de base à tous les enfants représente un facteur clé dans le processus de développement. En Afrique, malgré les efforts des pouvoirs publics, beaucoup d'obstacles demeurent. Cependant, la gratuité de l'enseignement maternel et primaire nécessite la mobilisation d'importants moyens humains, matériels et financiers pour les pays en voie de développement. On a parlé de gratuité, les effectifs ont explosé. On n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour gérer cet effectif-là. Vous avez des classes de 100, 120 élèves au CI. Dans ces conditions, l'enseignant n'est pas là pour enseigner, il est juste un gardien d'enfants. Il ne peut pas appliquer le programme. Parce que pour appliquer ce programme, il faut des conditions.
En 1990, le taux de scolarisation à l'école primaire était de 60% sur le continent africain. Chaque année, ce taux augmente, mais les mesures d'accompagnement font défaut dans beaucoup de pays. Pour des observateurs, l'accroissement du financement destiné à l'éducation est plus que nécessaire dans l'application effective de la gratuité scolaire en Afrique. Et c'est là en vue d'atteindre l'un des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015. L'écrivain kényan Ali Mazrui s'est éteint ce dimanche aux États-Unis à l'âge de 81 ans. Ses obsèques ont eu lieu au Kenya. Ali Mazrui était considéré comme l'un des plus fins connaisseurs de la politique africaine et des relations nord-sud. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a d'ailleurs déclaré que l'Afrique perdait là l'un de ses plus grands savants. Portrait avec Hanan Faro. L'Association des études africaines qu'il présida aura été l'un des lieux où il exprimait son amour et son combat pour l'Afrique. Universitaire, professeur et écrivain politique, Ali Mazrui s'était spécialisé dans les études islamiques et les relations entre le Nord et le Sud. Les frontières, parce qu'elles sont artificielles sur le continent africain, font partie des éléments déclencheurs des compétitions ethniques et des rivalités ethniques. Car le colonialisme a mis en place des groupes qui n'avaient pas l'expérience du partage des ressources et le colonialisme a brisé les groupes qui étaient les plus cohérents. Né au Kenya en 1933, Ali Mazrui enseignait en Ouganda jusqu'en 1973 avant d'être contraint à l'exil. Aux États-Unis, il a enseigné à l'université du Michigan et à l'université de Binghamton. But would Africa have been different without colonization? Yes. I don't mean it would have been. Est-ce que l'Afrique serait différente sans le colonialisme? Oui. Je ne veux pas dire que le continent aurait été le même sans l'électricité, sans les voitures, sans les avions. Car toutes ces choses seraient arrivées, mais elles n'avaient pas besoin de se créer à travers le colonialisme. On peut apprendre le meilleur dans la civilisation occidentale sans pour autant être sous la domination des Occidentaux. What is best in a Western civilization. Ali Mazrui a publié des centaines d'articles et d'ouvrages. Il a également largement été consulté par les chefs d'État et de gouvernement. L'intellectuel est décédé ce dimanche à New York à l'âge de 81 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.